propose d'aller au pupitre pour vous présenter les principaux enseignements, puisque vous avez eu le temps de phosphorer sur les conséquences du changement climatique. Quels sont les principaux enseignements vus sous le prisme, j'allais dire, des 3 volets? C'est à vous. Je vais vous en donner un. Non, il n'y a pas de micro, c'est juste... Vous parlez bien. Ça marche. Près du micro. Je parle près du micro, vous m'entendez? Donc, nous, on était sur l'atelier risques environnementaux. Et je vais prendre une lunette parce que je n'aurai pas tout. Hein, et dans tous les types de risques environnementaux, dans les grandes catégories, on a travaillé sur 2 grands types de risques. Les risques portant sur la disponibilité des ressources et sur l'indépendance industrielle, et les risques impactant l'état des écosystèmes. Dans les 2 cas, dans ces 2 catégories, on n'a pas eu beaucoup de discussions dans le sens où il y avait plutôt une vraie convergence sur des risques qui ont été identifiés principalement. Il n'y a pas eu de divergence dans le choix. On n'a pas eu beaucoup d'arc-en-ciel, de petits post-it de toutes les couleurs. Alors quelques-uns qui étaient qui étaient moins marqués, mais ils étaient moins marqués parce que effectivement c'est peut-être plus, comment dire, plus délicat, plus difficile d'identifier le risque en lui-même, mais surtout il y avait souvent quelquefois des façons, on pouvait l'interpréter de façon un peu variée. C'était l'interprétation du risque aussi qui a quelquefois fait que c'était un peu moins marqué dans les choix. Donc sur les risques impactant l'état des écosystèmes, donc les risques majeurs, je ne sais pas s'il y a, je vais peut-être pas tous citer les risques, hein, mais pour dire qu'il y avait les risques principaux. C'était les risques liés à l'augmentation de l'utilisation du foncier, de l'artificialisation des sols et des changements d'affectation des sols. Premier risque, en fait, pour les transports. La fragilité des écosystèmes selon les territoires et les pressions sur la biodiversité. On est dans la même gamme, en fait, de risques. On est sur la gamme des risques sur la biodiversité, sur les écosystèmes. Quelle empreinte on a sur les forêts, sur les écosystèmes naturels, sur les espaces agricoles. Et ça, aussi bien dans le cadre des infrastructures de transport elles-mêmes que dans le cadre des sources d'énergie qui seront nécessaires à la transition du modèle de transport, notamment les fermes photovoltaïques ou autres. Donc voilà, là c'était pour les choses. Après, il y avait quand même, on avait un risque maladaptation, ça veut dire croire en une idée, avoir une solution qui en fait, au bout du compte, peut s'avérer contre-productive et augmenter notre exposition au risque. Ça, c'est un des points qui a été identifié. Sinon, après, en lien avec, là aussi, hein, il y a eu quelques identifications en lien avec la biodiversité. Il y avait la pollution des sols, qui était, mais directement, on est encore un peu dans la même catégorie. Sinon, pour les risques portant sur la disponibilité des ressources et l'indépendance industrielle, là, je pense que le panel a été encore plus consensuel. Tout ce qui est... alors, je vais partir sur ce qui est sorti. Le risque numéro 1, et on s'y attend, hein, c'est les difficultés d'approvisionnement en eau, en énergie, en matériaux et en matières premières. Et ça, c'était les risques liés à l'approvisionnement. Et là, on était parti du fait qu'on s'approvisionnait sur le territoire. Et donc, l'approvisionnement en matières premières, les ressources, c'est le risque numéro 1, qui a été suivi de la nécessité de faire appel à des sites de production et d'extraction hors Union européenne. Donc, toujours les ressources, mais ailleurs. Donc là aussi, risque important, associé à l'augmentation des tensions liées aux ressources, qu'elles soient à l'intérieur du pays, mais à l'extérieur. Et donc, ce qu'on a associé à ça aussi, c'est le risque géopolitique, qui peut être très fort et conditionner justement l'accès aux ressources et fragiliser la transition. Associé à ça, difficulté d'approvisionnement, augmentation des tensions, nécessité de faire appel à des sites de production, on a eu quand même malgré tout
ça a clignoté un peu sur la volatilité des prix des ressources industrielles, ressources énergétiques et matières premières. Donc, les premiers risques influents sont sur le prix. Donc là, il y avait une vraie cohérence, et ça, c'est le groupe de risques qui a été mis en évidence. Autre risque contrainte sur la disponibilité du foncier. Ça n'a pas été relevé. Verrouillage technologique. Alors, verrouillage technologique, alors là aussi, on l'a interprété pas tous de la même façon. En fait, c'est garder des secrets industriels ou garder des brevets, donc on ne partage pas ses connaissances. Ça pouvait être un frein. Ça n'a pas été identifié du tout comme un frein majeur. Ça ne veut pas dire que ça ne l'est pas, hein. On devait hiérarchiser les risques. La dépendance au numérique. Là non plus, ça n'a pas été identifié dans la transition comme un risque majeur. Alors par contre, ça a été mentionné que, effectivement, quand il y avait des crises climatiques ou autres, ça pouvait être un risque important parce que on n'avait plus accès au numérique, on n'avait plus accès aux communications. Mais là, dans ce cadre-là, ça n'a pas été mentionné dans les ressources et l'indépendance industrielle. Donc peut-être que risque numérique, d'ailleurs, il y avait du piratage, je ne sais pas. Ça, on ne l'a pas soulevé. Nous sommes tous venus soit à pied, soit en vélo, soit en transport en commun, soit en covoiturage pour cette journée. Alors voilà, merci. Notre mission, donc, c'était prioriser les risques sociétaux et sociaux, insignifiants, importants ou pas. Et on a choisi pour ça... Donc voilà, oui, on était sur l'atelier 2, donc sur les risques en lien avec le pouvoir de vivre et la qualité de vie et la stabilité politique. Et nous avons donc travaillé avec des petites gommettes bleues, jaunes et rouges sur une liste de risques déjà définis. Johan, s'il te plaît, sur la diapo suivante. Voilà, et donc sur ces risques, on voit certains qui ont été jugés beaucoup plus importants que d'autres, notamment l'augmentation des tensions et des inégalités territoriales, des inégalités sociales et les soulèvements de la population par rapport à ces projets de transition qui peuvent être rejetés par certaines catégories de la population. Ce qui est ressorti comme le moins important, et pourtant, c'est la destruction d'emplois et le développement du chômage, sachant que s'il y a des emplois qui vont disparaître, d'autres vont peut-être aussi apparaître pour la transition, pour cette transition. En ce qui concerne les risques sur les pouvoirs, les risques sur la stabilité politique, très clairement, les obstacles au déploiement des mesures de transition, avec certains reculs sur certaines mesures qui pourraient être proposées. Très clairement, c'est le risque principal qu'on voit déjà sur certaines mesures, et la perte de confiance des citoyens vis-à-vis des institutions qui ont été jugés les risques les plus importants. Le moins important ayant été celui de la dégradation géopolitique et risque de guerre, parce qu'on a travaillé sur l'échelon régional plutôt que sur l'échelon international. Alors, dans la discussion, quelques mots-clés, jeu collectif, l'exemplarité. A-t-on les moyens de cette transition? A-t-on les moyens de se passer de cette transition? Deux choses. Se donne-t-on les moyens pour cette transition? Il a été dit aussi, pouvoir c'est vouloir. Il faut avoir des exemples concrets qui soient lisibles pour pouvoir avancer, communiquer. On a parlé d'exemplarité, on a parlé d'écotaxes pour les poids lourds et d'un problème d'attractivité du fluvial. Alors, hors atelier, certains ont déjà travaillé sur le sujet, notamment donc le Comité national contre la pauvreté et la lutte contre l'exclusion, qui sort certains chiffres. 10% des ménages au niveau de vie le plus élevé ont en moyenne une empreinte carbone 2 à 2,5 fois
Oui, c'est ça, pardon. J'ai eu un doute tout d'un coup. 10% des ménages les plus, au niveau de vie les plus élevés ont une empreinte carbone 2 à 2,5 fois plus élevée que les autres. Les personnes en situation de pauvreté sont bien préoccupées par le changement climatique, plus que les autres. Le volume annuel de carburant que les 10% des ménages les plus aisés consomment est 2,2 fois supérieur à celle consommée par les 10% au niveau de vie le plus faible. Voilà bon, quelques exemples de chiffres. Pour dire aussi que donc, certains travaillent sur le sujet, donc, comme ce comité national, mais aussi comme le laboratoire de la mobilité inclusive, qui ont déjà travaillé aussi à quelques propositions sur ce sujet, qui amènent, et ils arrivent tous à une conclusion sur la diapo suivante. Alors non, ça c'est comment on fait pour éviter cette situation, et plutôt passer à celle-ci. Et donc, je reviens à la conclusion des personnes qui ont déjà travaillé sur le sujet. On ne peut pas réfléchir à la transition sans réfléchir à l'inclusion sociale. Et donc, pédalons pour arriver à ça. Voilà. Je n'ai pas demandé la permission à Cartooning for Peace d'utiliser leurs dessins. Donc, merci. Bravo, Christelle. On l'applaudit. Clémence Humez pour l'atelier risques économiques. Bonjour, donc nous on a travaillé sur les risques économiques. On n'avait pas de gommettes, donc on a fait des votes à main levée. Donc je peux vous citer les grands gagnants, les risques grands gagnants pour nous. Donc d'abord on avait une catégorie, c'était pour la productivité des entreprises. Donc le risque qui est ressorti pour nous comme étant le plus important, c'était la fermeture anticipée d'infrastructures, équipements, actifs immatériels. Donc je vais vous expliquer. Alors, nous, on est parti d'exemples et après, on a essayé de trouver des solutions pour un peu illustrer notre propos. Donc, par exemple, on s'est dit qu'il pouvait y avoir des fermetures anticipées d'infrastructures à cause d'une catastrophe naturelle, comme par exemple, on a parlé toute la matinée de la tempête Alex. Donc ça, c'est dû au changement climatique. Et après, on s'est aussi dit qu'il pouvait y avoir des fermetures à cause des mesures d'atténuation qu'on décide de mettre en place, comme par exemple la fermeture de stations-service parce qu'on passe à la mobilité électrique. Donc il y avait un peu deux types. Quand on s'est dit il y a de la fermeture à cause du changement climatique et de la fermeture à cause ou grâce au choix qu'on fait pour l'atténuation. Donc en solution, on s'est dit que du coup il fallait anticiper un maximum et repenser entièrement le modèle. Donc, par exemple, si les stations-service sont plus utilisées, à quoi elles pourraient servir ou si, du coup, on n'a plus de stations-service pour mettre de l'essence, mais plutôt des endroits où on charge nos véhicules, qu'est-ce que vont faire les gens pendant 2 heures? Donc, voilà, repenser le modèle et réutiliser ce qu'on connaît. Le deuxième risque grand gagnant, ou grand pardon, je ne sais pas, c'était, du coup, la baisse de l'efficacité technique des entreprises. Donc, baisse de rendement, de qualité et d'efficience. Donc là, on est reparti d'exemples. Donc un monsieur nous a expliqué que s'il y avait des vagues de chaleur, ça pouvait causer des problèmes de fonctionnement dans des industries. Par exemple, s'il faut refroidir un moteur, s'il y a des vagues de chaleur, l'eau pour refroidir va être plus chaude. Donc du coup, on ne va pas être capable de refroidir comme il faut. Ou après, sinon, on a aussi pensé à des problèmes... Donc, baisse de l'efficacité technique. Oui, on s'est dit que du coup, il pouvait y avoir une baisse de l'efficacité technique s'il y avait des problèmes avec les déplacements des employés. Par exemple, si on dit que du coup, ils n'ont plus le droit à leur voiture thermique et que les employés n'ont pas de quoi s'acheter des voitures électriques, comment ils vont aller au travail? Donc, on s'est dit, par exemple, s'ils sont en horaire décalé ou si les entreprises sont implantées hors du centre de la ville. Et donc, on a proposé des solutions, heureusement. Donc on s'est dit qu'il fallait étudier le bassin de mobilité de l'entreprise pour avoir une vision globale et réfléchir du coup au déplacement des employés. Donc après, tout le monde n'était pas d'accord sur qui doit payer ces modes de déplacement. Est-ce que c'est les entreprises? Est-ce que c'est les collectivités? Bon, il y avait un débat, mais en tout cas, il faut penser à l'échelle du bassin de mobilité de l'entreprise. Après, on s'est questionné sur l'emplacement des entreprises, du coup.
Parce que si les employés ont des problèmes pour se déplacer, faut réfléchir à où est-ce qu'on les implante. Et donc la conclusion, c'était qu'il fallait qu'il y ait un aménagement du territoire qui doit être pensé en globalité et pour optimiser les déplacements et surtout les diminuer. Parce que le mot qu'on a répété sans cesse lors de notre atelier, c'était la sobriété. Après, le troisième risque qui nous a paru le plus important, c'était le déséquilibre du marché de travail. Donc là, on s'est dit, déséquilibre, ça peut être des difficultés à recruter, ça peut être aussi en fonction des changements politiques qui ont été décidés. Par exemple, encore mon exemple de fermeture de la station-service. Ou alors, par exemple, toute la filière des automobiles, quand on va passer des véhicules thermiques à l'électrique, du coup, il y a des filières qui vont fermer. Il y a un monsieur qui nous a pris l'exemple des boulons, qui était très parlant, parce que du coup, il me regarde, on se regarde. Et donc, du coup, il va y avoir des entreprises qui étaient utiles à l'époque, maintenant, et qui ne le seront plus tard. Donc, on a proposé des solutions aussi, des formations massives. Pour nous, le mot-clé, c'était vraiment former, pour après pouvoir recruter massivement. Avoir un accompagnement de l'État pour la transformation des activités. Et il y a eu même la proposition de revenu universel, puisque ces personnes, vu qu'il va y avoir des transformations de la société, mettre en place un revenu universel pour permettre à chacun d'avoir le temps de se former, de changer d'activité, de faire ce qu'il a envie. Et il y a eu également l'idée de l'intelligence artificielle qui a été soulignée, parce qu'on s'est dit que ça pouvait être une solution, mais aussi une des causes du problème, parce qu'avec l'intelligence artificielle, il y a des personnes qui vont peut-être se retrouver au chômage, donc ça peut être une solution, mais c'est aussi une faiblesse. Et le dernier risque pour la productivité des entreprises, qui était ex aequo en fait, avec le déséquilibre du marché, donc en ex aequo, c'est la baisse de la productivité des entreprises due à la dégradation du système de transport. Alors, pareil, on a repris des exemples parce que ça nous paraissait compliqué. Donc, pour nous, ça voulait dire, par exemple, à cause du changement climatique, et par exemple, il y aura moins d'eau dans les canaux, et donc, du coup, pour le transport fluvial, ça pose un problème. Voilà. Deuxième exemple, on s'est dit qu'il pouvait y avoir des problèmes d'approvisionnement des matières premières. Et dernier exemple, on s'est aussi dit, avec la hausse du niveau de la mer, par exemple, il pourrait y avoir des problèmes, des fragilités au niveau du littoral, du coup, des dégradations du système de transport. Et donc, comment lutter contre cette baisse de productivité due à la dégradation des systèmes de transport? On avait plusieurs solutions encore. De s'approvisionner au niveau local, avoir du stock, même si ça coûte cher. Donc, de nos jours, on dit plutôt que c'est mieux de ne pas avoir de stock. Mais nous, on s'est dit que, du coup, pour combler ce problème de dégradation du système de transport, il faut avoir du stock. Et après, pour cette histoire, on a pensé au GPMM, par exemple, qui a une voie unique le long de la mer pour accéder. Et donc, on s'est dit, s'il y a une montée du niveau de la mer, il y aura un problème. Et donc, on se dit, en fait, il faut prévoir des plans B, des plans C, des plans D, s'il faut. Donc, une redondance des systèmes pour accéder à un endroit, comme on a eu, quand on nous a expliqué avec la tempête Alex, le retour d'expérience, le fait que le train était la ligne de vie a permis de faire... de remplacer entre guillemets la route au moins temporairement. Nous, c'était notre idée, c'était sécuriser, donc insécuriser les voiries critiques, mais surtout avoir une redondance des systèmes pour avoir un plan B en cas de dégradation du système de transport. Du backup. Voilà. Deuxième thème, non, c'était quoi ? Oui, c'est ça. Les risques impactant la performance du système de transport. Donc là, le grand gagnant, c'était la dégradation du réseau de transport, donc baisse de la qualité, augmentation des temps de parcours et saturation. Donc là, on s'est dit, typiquement, la voiture électrique qui va coûter beaucoup plus cher que... la voiture ou les véhicules qui va coûter beaucoup plus cher que les véhicules thermiques. Et donc, une augmentation du coût au kilomètre. Donc là, pareil, on avait plusieurs solutions. Donc, avec une meilleure efficience, avec le système ERC. Donc, en fait, c'est pour les véhicules quand on roule sur les routes et qui se rechargeraient par induction, comme les téléphones quand on pose sur un chargeur. La deuxième solution, c'était les voitures autonomes, parce que du coup, si on n'a plus à payer de chauffeur, ça nous coûtera moins cher, si la voiture est autonome. Bon, je vous liste les idées, je ne dis pas que c'est les meilleures idées du monde. Je vois des gens qui n'ont pas l'air d'accord. Mais l'autre idée, c'était le coût au kilomètre, c'est-à-dire de payer l'usage. Donc, du coup, ce serait l'utilisateur, il paierait que l'usage. Donc, il n'aurait pas à acheter le véhicule, mais il paye le coût au kilomètre comme on paye notre eau au nombre de litres qu'on dépense. Donc là, on paierait à l'usage. Voilà, le coût au kilomètre.
Comme on a eu l'exemple des pneus Michelin, du coup, a priori, Michelin fait ça pour ses pneus. Et après, dernière solution, c'était la relocalisation et la sobriété des déplacements, parce que du coup, si on se déplace moins, ça coûtera moins cher. Voilà. Deuxième risque qu'on a identifié, qui était ex aequo, donc là, on n'en a que 3, c'était la hausse des coûts de Mais non, je l'ai déjà dit. Ah non, c'était là. La hausse des coûts de transport des marchandises. Donc là, comment lutter contre la hausse des coûts de transport de marchandises? Donc là, les exemples qu'on avait pris, c'était le vieillissement des infrastructures qui fait que du coup, le transport de marchandises va coûter plus cher. Donc comment garantir la performance alors que les infrastructures vieillissent? Et notamment l'entretien du réseau routier. Il y a eu tout un tas de questions. Donc nos solutions, mieux protéger, la maintenance, c'est-à-dire vaut mieux prévenir que guérir, quoi. Donc la prévention et faire des études de vulnérabilité. Notre deuxième solution, c'était faut trouver de l'argent pour entretenir les infrastructures. Donc comment trouver de l'argent? Soit on utilise la fiscalité. Donc il y a tout un tas de possibilités, comme les portiques qu'on avait mis à l'époque pour les poids lourds qui n'ont pas été mis en place finalement, mais voilà. Et après, renationaliser les autoroutes. C'est-à-dire que si on renationalise les autoroutes, du coup, on aura de l'argent pour après pouvoir investir dans les infrastructures et qu'elles soient en bon état. Et après, dernière idée, c'était un tarif préférentiel sur les heures creuses. Mais ça, finalement, on l'a changé de risque. Donc, je vais vous le présenter au dernier risque. Donc là, le deuxième risque ex aequo, c'était l'augmentation des dépendances du système de transport. Donc, dépendance aux autres systèmes, à l'industrie de l'électricité, au TIC. Mince, j'ai oublié ce que ça voulait dire. Ah oui, voilà, la technologie. Merci. Donc, du coup, on est reparti d'exemple. Donc, on s'est dit, ça veut dire que cette augmentation des dépendances, ça peut être par exemple des tensions sur l'approvisionnement des matières premières pour les batteries. Et est-ce que la quantité d'électricité est à la hauteur de tous nos besoins? Donc là, on s'est dit, du coup, sur les tensions des matières premières, il y a le rétrofit, qui est très important. Donc, c'est le fait de réutiliser, de prendre une vieille voiture et qu'on va un peu rénover. Et on met une batterie dedans et on change les choses. Et après, on peut la réutiliser au lieu d'en acheter une nouvelle. De nouveau, en fait, la sobriété, réduire les dépassements. Et on avait une sorte de grosse conclusion pour tout. C'est qu'en fait, il faut raisonner, non pas par thématique, mais en transversalité. Parce que du coup, on pourrait essayer de partager notre énergie. C'est-à-dire qu'il y a plein de domaines qui utilisent de l'énergie, les transports, l'habitat et l'industrie, et qu'on pourrait regarder, quand l'industrie n'en a pas besoin, on utilise cette énergie pour les transports, et ainsi de suite, et donc partager l'énergie. Et pardon, j'ai oublié une des idées, c'était du coup cette histoire de tarif préférentiel. C'était de se dire qu'en fait, mieux réguler la production d'électricité, un peu comme chez nous, on a heure creuse, heure pleine pour lancer la machine à laver. Là, ce serait pareil pour les voitures, du coup, ce serait et pour les péages, pour essayer que tout le monde du coup, ne prennent pas la route en même temps, et donc quand on recharge pas tous en même temps. Et aussi sur les bornes de recharge, mais ça se fait déjà, qu'il y ait des tarifs, un paiement intelligent des bornes de recharge. Donc voilà, sobriété, transversalité, c'est tout ce qu'il faut retenir de ce que je viens de dire. Bravo. Merci. Bravo à vous trois pour ce compte-rendu du brainstorming. Chapeau. Merci beaucoup pour cette restitution.